Bonjour, chers téléspectateurs de Mandé TV. Bienvenue à notre émission littéraire, notre café littéraire, Boulevard des Écrivains. Boulevard des Écrivains qui reçoit sur le plateau aujourd'hui Monsieur Menga Sigui Sidika. Monsieur Menga est originaire de la Côte d'Ivoire. Il est né en Côte d'Ivoire, mais il habite au Mali depuis plus de 20 ans et beaucoup plus investi dans l'action culturelle, journaliste de formation, enseignant, et il dirige d'ailleurs un complexe universitaire à Bamako. Et il est fondateur aussi de l'association Écriture des Suds. Et ce livre est un dernier. Il avait déjà écrit La femme de Dieu. Mais Monsieur Menga, parlez-nous succinctement de vous. Je suis Menga Sidik, d'origine ivoirienne, vivant au Mali depuis 2002. Je me suis retrouvé ici par un accident de parcours, puis je me suis bien senti, je suis resté. En temps, il y a eu des parenthèses qui m'ont fait me retrouver au Bénin, où je suis resté 2 ans. Je suis revenu ici, appelé par une ONG que j'ai servi jusqu'en 2016. Et puis bon, voilà, depuis, je suis totalement investi dans l'éducation et mes actions culturelles. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le père du lion était un chien, ou Les ombres du pouvoir est le titre de votre livre. Ouais. Mais ce titre, il est vraiment provocateur, il est vraiment métaphorique. Alors, parlez-nous du titre de votre livre et peut-être succinctement Ouais. du contenu de Le père du lion était un chien ou Les ombres du pouvoir. Pour moi, déjà, le titre d'un livre, le titre d'une œuvre littéraire, c'est la clé qui nous permet d'entrer dans l'œuvre. C'est un indice qui nous permet déjà de réfléchir à ce qui peut être écrit dans le livre. J'accorde donc beaucoup d'importance au choix du titre. Il est vrai que très souvent, on trouve mes titres provocateurs. Moi, je ne pense pas qu'ils soient provocateurs. Nous sommes dans le monde littéraire, qui dit littérature, dit image, dit métaphore. Et ce titre, c'est juste inspiré d'un entretien qu'il y a eu entre les 2 protagonistes du livre. Quelqu'un qui était au pouvoir, qui s'est retrouvé déchu de son trône, qui a regretté tout ce qu'il a fait quand il était au pouvoir, un pouvoir qu'il croyait illimité. Et il s'est vu donc comme un chien, et il est en face d'un enfant qu'il avait abandonné, dont il avait refusé la grossesse, mais qu'il va ramasser plus tard dans la rue, et qu'il va reconnaître comme étant son enfant pour avoir vu sa mère mourante quelque part. L'enfant, à cause de son charisme déjà très jeune, à cause de sa prestance, de son intelligence, ses maîtres l'avaient surnommé le lion. Et donc, quand il sera en train de se confesser à son enfant en sentant que la mort n'était pas loin, il va lui dire, c'est bien étrange qu'un chien donne naissance à un lion. Et c'est donc ces propos que j'ai transformés en titre, Le père du lion, ce lion, cet enfant-là qui va plus tard présider aux destinées du pays. Le père de ce lion-là était un chien, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu en dehors des normes sociales. Et donc, voilà, c'est ça l'origine ou l'histoire du titre en fait. C'est parti de l'histoire du livre. Et comme je dis, pour moi, le titre, c'est la clé qui permet d'ouvrir l'œuvre. Donc, selon ce que vous venez de dire, c'est le pouvoir, le thème du pouvoir qui est traité par votre livre. Ce livre est essentiellement construit autour de 2 thématiques, la destinée, le destin, si vous voulez, et le pouvoir, la gestion du pouvoir, surtout en Afrique. Et cette gestion du pouvoir est traitée dans votre livre en 3 parties. 3 parties. 3 parties bien égales. Mm-hmm. La première partie
comprend 9 chapitres. Oui. La deuxième partie, 9 chapitres. La troisième partie, 8 chapitres. Est-ce fortuit? Pas fortuit. 9, 8. Alors, pas fortuit. Expliquez-nous. Bon, vous allez Pourquoi ce calcul très définitif voilà. dans une œuvre de fiction? Dans une œuvre de fiction, je joue avec mes acquis en termes de numérologie, en termes d'acquis littéraires aussi. Et 9, c'est le dernier chiffre du calcul décimal. Quand on dit 1, 2, 3, à partir de 9, on reprend. 9, c'est le top, c'est la fin, c'est la limite. Parce que 10, c'est 1, et 11, c'est 2, ainsi de suite. Donc 9, c'est la limite. 8, c'est le chiffre du travail, de l'effort, de l'économie. On est à un point du 9. C'est pas parfait, c'est presque parfait. Et c'est pour dire que rien n'est vraiment totalement achevé. C'est pour ça la troisième partie qui est l'espérance, qui s'intitule l'espérance. Voilà, je m'arrête à 8. Venons-en d'ailleurs, les 3 parties. La première partie, la mort. La mort. La deuxième, la résurrection. Et la troisième partie, l'espérance. Alors, pourquoi cette connotation exactement, donc, de partie par partie? La mort, c'est... Voilà. La mort, c'est la déchéance. Quelqu'un qui est au pouvoir, qui a tous les privilèges, qui a tout ce qu'il faut, qui a toute la respectabilité possible, qui est adulé, surtout par les femmes, dont il a abusé à outrance. C'est la mort, c'est la déchéance, c'est la négation de la spiritualité, de l'aspect spirituel de l'homme. Et la résurrection, il dégringole de son pouvoir en faisant un rêve. Je suis très... Il y a beaucoup d'ironie dans ce livre, beaucoup d'humour. Et il dégringole pendant qu'il est en train de rêver, où Dieu était en train de le nommer maréchal. Il est général parce que d'ailleurs, il a fait un complot contre son supérieur hiérarchique. On lui a permis donc de l'éliminer et de porter le grade de général. Et puis il rêve, il est là devant Dieu qui est en train de le nommer général, le maréchal, pardon. Et c'est là, Dieu n'a même pas fini de lui faire porter son grade de maréchal, qu'il entend des coups extraordinaires qui le font réveiller de son sommeil. Et il se rend compte qu'il y a un coup d'État, le pays est en feu. Son premier réflexe, c'est de sauver sa vie. Il sort, il prend sa voiture et il va vers l'inconnu. Il abandonne plus tard la voiture, il rentre dans la forêt. Et c'est dans cette forêt qu'il va commencer, qui est comme un purgatoire pour lui. C'est là qu'il va commencer à penser à sa vie. Il va être condamné à la solitude. Il va commencer à réfléchir sur lui-même, sur sa vie. Et c'est comme ça qu'après plusieurs semaines sur la colline, il va décider de sortir parce qu'il aura fait une rencontre extraordinaire sur cette colline, une femme qui s'appelle Noésia, lui il s'appelle Novice. Et après la rencontre de Noésia qui va disparaître dans des conditions mystérieuses, il va décider d'aller vers la mort ou vers la vie, mais en tout cas pour lui vers la mort. Il va rencontrer cette petite villa que quelqu'un a abandonnée dans la rue, très tard la nuit, et il va prendre l'enfant sans savoir que c'était son sang. Plus tard, il va rencontrer la mère de l'enfant qui a pris un poison pour se suicider. Elle va lui faire des révélations par rapport à l'enfant. Et c'est là qu'il y a la résurrection parce qu'ici, il y a une forme de transmutation. Et donne, oui, on rentre dans la deuxième partie parce que c'est un livre atypique dans la mesure où je n'ai pas un héros qui dirige du début jusqu'à la fin de l'œuvre. Mon héros, Novice, il va donner sa place à son fils, qui va continuer, qui va être le nouvel héros du livre jusqu'à la fin. Nous avons peur de le nommer d'ailleurs pour ne pas écorcher son... Zrankewon, Zrankewon, qui dans ma langue, je suis dans Côte d'Ivoire, Zrankewon qui veut dire l'acte de Dieu, le fait de Dieu, ce que Dieu a fait. Voilà. Et donc, c'est là qu'il y a la résurrection par rapport à l'enfant qui est comme le père revenu à la vie. Et c'est lui qui va commencer à faire les choses de sorte que le pays commence à avoir une nouvelle espérance.
Et donc, avant de revenir sur ces personnages, revenons toujours à la charpente osseuse de votre livre, si on peut dire comme ça. Vous avez des titres, donné un titre à chacun de vos chapitres. Ouais. Et des titres vraiment, souvent, évocateurs. Par exemple, au chapitre 1, vous avez donné ce titre-là. Chapitre 1, qui suis-je vraiment? Je me le demande. Le chapitre 2 aussi, la vie c'est juste pour comprendre la mort. Et tous vos chapitres... Tous mes chapitres sont des épigraphes, sont des pensées qui introduisent les chapitres, mais en même temps qui plantent le décor de la réflexion, qui guide le lecteur dans la réflexion. Quand tu lis le titre du chapitre, quand tu lis donc cette épigraphe-là, tu peux marquer une petite pause pour chercher à comprendre. Et cette petite pause-là va contribuer peut-être à te préparer à ce que tu vas lire. Et pour ça, je dis que c'est une contribution atypique. Voilà. Donc, avec ce que vous dites au 3e chapitre, la solitude m'aide à me retrouver avec moi-même pour faire le point. Nous allons maintenant revenir sur les personnages, votre personnage principal. Vous avez parlé de solitude, vous avez parlé de vivre sur cette colline. Le personnage qui ouvre votre livre, il est éponyme, il n'existe entre guillemets pas, et vous nourrissez le suspense sur ce personnage jusque vous le nommez plus tard novice. Novice. Pourquoi? Mais oui, parce que je voudrais qu'on se pose des questions sur ce personnage. C'est qui? Et pourquoi il se trouve dans cette situation? C'est qui? Le nom n'apparaît pas. Et c'est dans ce livre, je n'ai pas donné trop d'importance aux noms. Il y a des rares personnages qui ont des noms et ce sont des noms très significatifs. D'ailleurs, dans ce livre, rien n'est fait au hasard. Aucun nom n'est donné au hasard. Et voilà, c'est une construction très réfléchie. Comme je le dis, j'ai commencé à écrire ce livre depuis 1984. Les gens pensent que c'est la situation sociopolitique actuelle qui m'a fait écrire ce livre. Je dis non. Il y a les derniers chapitres qui se sont peut-être inspirés de l'actualité africaine. Mais ce livre, je l'ai écrit quand j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 59. Et donc, voilà, plus de 39 ans. 39 ans que j'ai commencé à marquer les premières notes et j'ai commencé à regrouper à partir de 87. De 87 à 91, j'ai même fait sortir des publications dans les journaux en Côte d'Ivoire. On a regroupé même sous le titre « Étrange destinée ». Alors, pour dire que je voulais construire ce suspense-là, que le lecteur cherche. Ce n'est pas le nom qui est important en fait, mais c'est le personnage qui est important. Et jusqu'à ce qu'on découvre qu'il s'appelle novice. Novice, ça veut dire quoi? Novice a deux sens. Novice, d'abord, pour quelqu'un qui n'est pas initié, pour quelqu'un qui découvre quelque chose, qui est nouveau dans quelque chose. Mais novice en même temps comme novice, par opposition à nos vertus. Parce que ce type-là, il est l'incarnation de tous les vices quand il est au pouvoir. Vous parlez du pouvoir. Et quelques mois plus tard, il était devenu général. Grâce à sa grande fidélité au président de la République qui estimait que ce jeune officier, en plus de ses compétences militaires, avait un sens politique aigu. Il avait joué son rôle de troisième œil et troisième oreille du chef suprême des armées. Il était convaincu que pour réaliser ses rêves de pouvoir, il fallait éliminer tout ce qui était entre le président et lui dans sa ligne de mire. Est-ce que c'est une façon pour vous de retracer presque le schéma classique des coups d'État? Oui, le schéma classique des coups d'État, mais comme, encore une fois, voilà, je dis, quand j'écrivais ces lignes, je n'avais pas connaissance de coups d'État. J'étais très jeune et le premier coup d'État qui s'est déroulé, que j'ai suivi, c'est le coup d'État qui est intervenu en 87, le coup d'État de Thomas Sankara.
Mais donc, quand j'écrivais ce livre, je ne savais rien de coup d'État. La Côte d'Ivoire n'avait pas de problème. Mais c'est ça peut-être l'instinct visionnaire de l'écriture, de l'écrivain. Quand on écrit, on se laisse aller à l'inspiration et il arrive plus tard que ce qu'on a écrit arrive. On est soi-même surpris par ses propres écrits. Mais quand j'écrivais ces lignes, je n'avais jamais vécu de coup d'État, mais j'imaginais parce que ça a besoin que je parle un peu peut-être du contexte d'écriture de ces textes-là. Je suis parti d'une histoire personnelle. Mais comme j'ai horreur de parler de moi, je ne veux pas parler de moi, j'ai transformé mon histoire de sorte que je mette au centre de mon histoire quelqu'un qui, pour moi, a peut-être brisé quelque part des rêves que j'avais quand j'étais jeune. J'étais à l'école, j'avais des parents pauvres, je croyais que je faisais tout ce que je pouvais pour faire plaisir à mes parents et pour travailler bien à l'école. J'ai mon bac à 20 ans. Et puis, je rêve de faire la sociologie parce que c'est une discipline que j'affectionnais parce que j'étais déjà très jeune quand je lisais beaucoup. Et puis, à ma grande surprise et à mon grand désarroi, c'est nous qui sommes la première promotion en Côte d'Ivoire d'étudiants appelés indiqués d'orientation. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on vous oriente, mais on ne vous donne pas la bourse. Et les critères pour être indiqué d'orientation avaient été bien définis. Il fallait être de parents aisés, des parents qui touchent plus de 200 000, il fallait avoir eu des problèmes scolaires, peut-être être à sa deuxième année, avoir redoublé des classes. Moi, non seulement j'étais des parents pauvres, j'avais jamais repris des classes jusqu'à mon bac. Mon père, il n'avait pas 200 000 francs. Et puis, je me retrouve indiqué d'orientation. J'ai trouvé que c'était une grave injustice parce que j'ai là un rêve qui venait de se briser. Je me suis dit, mais comment mes parents pourront payer l'université pour moi? Qui a fait ça? C'est un ministre, le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, il s'appelait Bala Keïta. Et puis, c'est comme ça, un soir, quand j'avais l'habitude tous les soirs de sortir, de me promener. Et puis, ce soir-là, j'ai commencé à me voir partir seul sur la route. Je me suis imaginé cette solitude. J'ai dit, mais et si celui qui me crée des problèmes, il se retrouvait seul comme moi? Et si quelque chose lui arrivait, pour qu'il dégringole de son pouvoir, qu'il réfléchisse et qu'il comprenne que dans la vie, il ne faut pas faire du mal à des gens qui sont sans défense. Voilà comment le personnage est venu. Et pour moi, comme le militaire incarne le pouvoir, cet homme-là, lui, n'était pas militaire, mais je lui donne le pouvoir militaire pour dire que même avec le pouvoir militaire, on peut déchoir, on peut dégringoler. Voilà comment l'histoire de l'écriture de ce livre est venue. Donc, vous confirmez que l'écrivain, de façon générale, est un démiurge. Un visionnaire, un prophète. Un créateur. Un créateur. Comme celui qui modèle, qui fait le pot. Oui, c'est cela, bien sûr. Un potier. Vous traitez un sujet sérieux sur la violence du pouvoir, mais avec un humour souvent, je dirais, croustillant. Oui. Et nos téléspectateurs vont nous écouter. Alors, dans la tête du lit étaient incrustés microphones et boutons divers. Il était perdu dans la contemplation de ce lit imposant quand il avait senti la main de la première dame sur son épaule. Mon colonel, reviens sur terre. Tu n'es pas avec madame la première dame, mais avec une femme, et une femme qui t'aime. Alors, déshabille-moi, chérie. Est-ce que c'est pour rendre beaucoup plus supportable toute la violence qu'il y a dans ce livre que vous utilisez cet humour souvent croustillant? Le roman, c'est aussi un miroir. Le roman, c'est le reflet de la société, des réalités de la société. Et cette scène que je décris de ce monsieur-là qui va coquifier le président de la République avec sa femme dans le lit présidentiel. J'ai jamais été dans une chambre présidentielle, j'ai jamais vu un lit présidentiel, mais je décris un lit avec mon imaginaire d'écrivain. Mais oui, c'est pour dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Et ce côté-là, je pense qu'il faut souvent sourire de nos souffrances. Ça apaise le cœur.
Donc, il ne faut pas prendre au tragique quelque chose qu'il est déjà, mais il faut plutôt le dédramatiser. Voilà, le rendre plus supportable. L'humour rend la vie supportable. Par l'humour. Voilà. Alors, si c'était ça votre objectif, je crois que vous l'avez réussi. Nous revenons encore en arrière sur le pouvoir. Vous dites, il n'hésitait pas, ne lésinez pas sur les moyens, ne reculez jamais, ne tremblez jamais, quelle que soit la situation. Voilà comment il avait réussi à faire exécuter le commandant principal du peloton d'exécution du pays, en l'accusant de fomenter un complot. Et plus haut, vous dites, en effet, il avait pleinement joué son rôle de troisième œil et de troisième oreille du chef suprême des armées. Il était convaincu que pour réaliser ses rêves de pouvoir, il fallait éliminer tout ce qui était entre le président et lui. Un journaliste comme vous, Norbert Zongo, avait écrit un livre intitulé « Le parachutage ». Et dans ce livre, je crois que c'est le schéma classique des coups d'État. Votre livre parle de coups d'État. Donc, nous l'avons vécu ici. Ils font le coup d'État 14. Donc, le 14e, maintenant, veut devenir 12e. Le 12e veut devenir 10e. Et ainsi de suite, ils s'entretuent entre eux. Et c'est cette technique qui est bien illustrée par votre livre. Vous avez dit, c'est un vécu. Ou c'est aussi une sorte d'inspiration, donc tirée de votre profession de journaliste, peut-être. Oui, quand j'écrivais, je n'étais pas journaliste, j'étais élève, étudiant. Et donc, mais je projetais, comme j'ai dit. 40 ans quand même. Oui, 40 ans quand même. J'ai vécu plein de choses entre-temps. J'ai vécu la Côte d'Ivoire avec 90, 91, l'accession au multipartisme, alors que quand j'écrivais le livre, on était dans un schéma de parti unique. Je suis allé au Bénin. D'abord, avant d'aller au Bénin, au Mali, j'ai vécu un peu l'élection d'ATT, j'ai vécu des moments de turbulence politique. Au Bénin, j'ai assisté, j'ai participé en tant que journaliste à l'élection de Yahi Boni, qui est venu avec le concept de changement. On doit changer, on peut changer, on va changer. Donc, et tout ça après, comment ça se termine? Par un désaveu du même peuple qui se lève comme un seul homme pour vous applaudir. À la fin du pouvoir, ce même peuple vous désavoue. Et c'est cela, mais qu'est-ce qui fait que cela arrive? Et pourquoi il y a des coups d'État? C'est ça, on a la facilité de condamner systématiquement tous les coups d'État. En fait, moi j'ai dit, je ne fais pas l'apologie des coups d'État, mais il faudrait que la raison nous permette de comprendre que il y a peut-être des coups d'État que j'appelle coups d'État sauvages, et puis il y a des coups d'État réformateurs, des coups d'État révolutionnaires qui sont destinés à faire changer la donne. Et je crois qu'aujourd'hui, on est plus dans des coups d'État révolutionnaires que dans des coups d'État réactionnaires ou absurdes ou sauvages. Donc, comme Nasser, comme Kadhafi, comme par Sankara, exemple, ou Thierry Rawlings. Par Ce exemple. ne sont plus ces coups d'État-là. Voilà. D'ailleurs, Voilà. votre livre formule une inquiétude, cette inquiétude-là, d'ailleurs, sur le dos du livre. Le siège présidentiel n'aurait-il pas une fonction amnésique ou déshumanisante? Sinon, comment comprendre que l'homme le plus honnête, le plus sympathique, le plus généreux, le plus intelligent, le plus rationnel, le plus croyant, une fois sur le palier supérieur du pouvoir, devienne une brute malfaisante? Ouais. Ça, c'est la question qu'on se pose. On ne peut pas comprendre comment un Macky Sall peut du jour au lendemain changer. Comment un Ouad peut du jour au lendemain changer. Comment un Alassane Ouattara peut du jour au lendemain changer. On ne peut pas le comprendre. Quand ils sont dans l'opposition, ils sont l'idole d'un certain nombre de personnes, d'une catégorie de jeunes. Les jeunes se voient en eux. Mais quand ils accèdent au pouvoir, ils deviennent cette brute malfaisante. Comme si le fauteuil présidentiel avait une sorte de malédiction. Donc le pouvoir devient une drogue que l'on consomme et qui monte à la tête et qui change. Et qui fait changer l'individu. Voilà. Le plus intelligent devient le plus idiot.
vous l'avez dit, le plus intelligent devient le plus idiot. Donc cet homme-là, et l'homme, au début, donc, il s'est retiré complètement et allé vivre sur sa colline. De misère. Une sorte de repentir. Voilà. Donc, votre livre commence vraiment plus ou moins, on dirait, tristement. Mais la finition, se considérant toujours comme un citoyen ordinaire, le fils de novice mène une vie tranquille et discrète avec sa femme et leur fils. Des honneurs populaires qu'ils reçoivent à chaque sortie en ville, des hommages qui leur sont rendus par tous les grands artistes du continent, de la considération dont il est l'objet de la part des plus importantes organisations internationales, celui qui est considéré par les meilleurs magazines de géopolitique comme le plus grand réformateur politique africain du XXIe siècle, ne fait retenir que ceci. Je cite, vous citez, entre guillemets, ce qui suscite toute cette admiration, ce n'est pas notre pauvre corps mortel, mais bien le fruit de notre esprit positif. Et cet esprit, il ne nous appartient pas parce qu'il est juste le reflet de Dieu en nous. Vous finissez votre livre comme ça. Est-ce que c'est pour corriger donc tout l'aspect lugubre, tout l'aspect sanguinaire, disons le mot, qui est dans les livres et que vous finissez comme ça? Ensuite, le fils de cet homme-là ne ressemble pas à la plupart des fils des présidents qu'on a connus. C'est tout à fait le contraire. Alors, est-ce que c'est une sorte une volonté de vouloir moraliser quelque peu donc la descendance de... Oui. Oui, en fait, c'est un peu cela. Je voulais dire que, vous savez, vous connaissez le lotus. C'est une fleur extrêmement blanche, mais qui pousse généralement dans la boue. Et c'est pour dire que de la pourriture, d'ailleurs, beaucoup de plantes pour germer pourrissent. Et ça donne une nouvelle plante, belle à regarder. L'or qui sort de la gamme, par exemple, les fleurs du mal. Bon, tout cela. Donc, c'est pour dire que cet enfant-là, il sort d'une pourriture, ce chien. Oui, donc, ce chien. Voilà ce chien. Et lui, il devient lion. C'est cela, voilà le titre du livre. Le père du lion était un chien. Lui, il est devenu un lion. Il a restauré l'image du pouvoir, la gestion du pouvoir. Il a humanisé la gestion du pouvoir. Il a compris que le pouvoir est éphémère. Et il a donc pris son temps. Lorsque le délai qu'ils ont fixé pour la transition est arrivé, il a eu la modestie de céder sa place et à une femme. Parce que tout le monde, on faisait des comités de soutien pour qu'il se représente et tout cela. Il n'a pas écouté cela. Il a passé le relais à une femme. Et là, il y a un chapitre, l'amour est le talisman du pouvoir. Il y a ce chapitre-là où je rends hommage aux femmes pour dire que peut-être quelque part, la solution des maux de ce monde se trouve entre les mains d'une femme un jour. C'est mon espérance. Donc, derrière tout grand homme se cache mais il faudrait qu'on dise un jour, oui. Derrière toute grande femme se trouve peut-être un lion. Monsieur Menga, nous avons compris votre motivation, c'est vraiment humaniser l'exercice du pouvoir. Vraiment. Donc, entre guillemets, civiliser et donc l'exercer non pas contre le peuple, mais pour le peuple. Et donc, votre livre, Le père du lion était un chien ou les ombres du pouvoir, est publié aux éditions Bandama sur la place publique, voilà. On dirait. Et la préface a été faite par un critique littéraire, professeur d'université, maître Monsieur Bani Diallo. Ouais. Quelqu'un que j'estime beaucoup. Je ne savais même pas qu'il était correcteur dans cette maison d'édition, mais quand j'écrivais mon livre, puisque c'est lui qui avait été le critique le jour de la présentation de La Femme de Dieu,
Quand j'écrivais, quand je terminais la correction de ce livre, c'est à lui je pensais, mais si quelqu'un pouvait faire la préface de mon livre, si ça pouvait être Bani Diallo, mais je n'avais pas son contact, je ne savais pas comment l'avoir. Et puis un jour comme ça, je demande à l'éditeur, à tout hasard, je dis, mais est-ce que ce serait possible que j'ai le contact de Bani Diallo? J'allais lui faire une proposition. Il dit, mais Bani Diallo travaille avec nous. Voilà comment je me suis senti comblé et je me suis dit, ben voilà, il y a la main de Dieu dedans. Ah, bien sûr, votre livre, ça se lit sans autre souci de coquille. La lecture est fluide, le livre, il est propre. Ouais. Donc, il faut peut-être encore plus remercier donc, votre éditeur, donc le professeur Bani Diallo. Le livre, il est vraiment très propre. Merci. Et nous vous remercions. Si peut-être vous avez un mot de la fin. Non, que je remercie Mandé TV pour cette grande opportunité qu'elle vient de m'offrir de présenter ce livre. Et ce n'est pas courant des émissions littéraires et c'est donc un grand travail que vous êtes en train d'abattre. Je vous dis sincèrement merci. Ce livre, vous êtes le premier plateau télé sur lequel je le présente. Et nous souhaitons que ce ne soit pas la dernière fois donc, et qu'un autre livre est en marche. Bon, vous ne nous avez rien dit à propos de cela. Je suis écrivain, j'ai plein de manuscrits qui traînent. Ma seule passion, c'est l'écriture. Je n'ai pas de grains, je ne bois pas de thé, je ne fais qu'écrire quand je n'ai rien d'autre à faire. Donc, si Dieu le veut, il y en aura d'autres. Alors, chers téléspectateurs de Mandé TV, merci d'avoir suivi notre café littéraire Boulevard des écrivains, dont le sujet était le père du lion était un chien ou les ombres du pouvoir de l'écrivain Menga Siggi Siddiq. C'est vraiment le buffle de la littérature. Merci à vous. Et nous vous donnons rendez-vous pour un autre café sur notre plateau. Ce sera avec beaucoup de plaisir. Merci. Merci à vous.